in the land. Je m'appelle Romuald Jeandelot et je suis artiste plasticien. Depuis plus d'une dizaine d'années, je m'attelle à raconter une certaine histoire du divertissement, des arts populaires de manière générale, qui est nourrie par une enfance quelque peu hors norme, puisque je suis un enfant de la balle. Je suis né littéralement dans un cirque, donc de mes 3 à 10 ans, j'ai eu l'occasion de me costumer, de me grimer et surtout de me produire en France et à l'étranger dans un cirque traditionnel tenu par ma famille, une famille gitane. Et donc en a résulté tout un travail autour du costume et surtout autour du spectacle, où j'invite le spectateur à entrer, à devenir acteur. J'aime beaucoup cette réversion du regard. Chaque fois, le spectateur se retrouve projeté dans des univers immersifs. Dans le cadre, par exemple, pour la lumière, on a eu une carte blanche avec la commissaire d'exposition Elora Weilungerer. On voulait quelque chose de festif, mais aussi de grinçant, d'immersif, à l'image de l'histoire du confort moderne. Et donc nous est apparu ces figures ambiguës qui sont tout autour de moi, qui sont à la fois un écho à une histoire contemporaine, une figure du tabou qui peut s'apparenter au Ku Klux Klan sur le territoire américain. Mais on peut aussi regarder plus proche chez nous en Europe, où là justement c'est pénitent en Espagne, en Italie ou même dans le sud de la France. Et puis si on remonte toute cette histoire du chapeau pointu, on s'aperçoit qu'elle est vieille. On la retrouve aussi chez Goya avec ces femmes qui étaient accusées d'adultère et à qui on mettait ces espèces de chapeaux pointus qui étaient des sortes de bonnets d'âne. Et donc à travers toute cette exposition, ce qui est intéressant, c'est de remonter toute cette histoire du chapeau pointu qui est quelque chose qui à la fois affiche, qui est là pour punir, mais aussi ramène au divin. Lors d'une résidence en Espagne, à la Casa Velasquez, j'ai eu l'occasion de filmer la Semaine Sainte à Séville. Au bout de 30 heures de pellicule, de recherche et de captation vidéo, je me suis aperçu que ce n'était pas forcément les processions qui m'intéressaient, mais tout ce qui se passait autour. Ce sont les mères à 2 heures du mat qui donnent un sandwich sous la capirote à l'enfant qui a du mal encore à tenir son cierge, ou c'est des confréries anarchistes qui portent des saints patrons du barrio local et chacun enlève son chapeau, là comme aurait, on va dire, une mascotte dans un parc d'attractions en coulisses de côté son chapeau, et tout le monde boit, picole, s'amuse, et ça se transforme en une sorte de liesse populaire, de carnaval. À l'intérieur de cette exposition, je ne vais pas parler de pénitents, de Ku Klux Klan, mais je vais préférer utiliser un terme générique que je me suis réapproprié, qui est le terme de matassin. C'est un terme qu'on retrouve en Espagne. Les matassins sont des bouffons qui s'amusent à faire des danses militaires. On voit différents personnages qui sont affublés avec des costumes à paillettes qui entrent complètement en opposition. Il y a un glissement de sens qui opère avec justement cette coupe qu'on associe à une violence, à une blancheur, à des tenues vraiment sèches. Ici, le rapport au carnaval est omniprésent. Une esthétique de la séduction est induite par la paillette. La vision haptique du spectateur est développée parce qu'on a vraiment envie de toucher avec les yeux. C'est en ça que les enfants sont fascinés par ces figures qui leur rappellent des mages ou ne serait-ce que des sorcières. Et ça tombe bien parce qu'il y a des références à Goya juste à l'entrée avec une déclinaison d'un vol de sorcière qu'on peut retrouver dans une de ses gravures. Mais il y a aussi la dimension clownesque ici. Ces personnages, à l'image du carnaval, il y a un détournement de ces figures d'ailleurs qui sont reliées à des moteurs de boule à facettes. Elles tournent sur elles-mêmes comme des sortes de derviches tourneurs. Lorsqu'on entre dans l'espace d'exposition, on ne s'aperçoit pas tout de suite de la dimension gigantesque de l'installation. Le spectateur a la vue qui est bloquée par un rideau et donc doit se confronter directement à l'œuvre. Lorsqu'il a mis les 2 pieds à l'intérieur, il se retrouve sur un sol jonché de copeaux et qui plus est, il est dans une demi-piste fermée. Ainsi, le spectateur n'est plus un simple visiteur passif, mais devient acteur de l'exposition. Et au fur et à mesure, il y a une déambulation à travers différents espaces, différentes scènes qui rejouent cette fameuse piste comme on retrouvait dans certains cirques aux États-Unis comme Barnum and Bailey. Et qui plus est, la dimension aérienne du cirque est aussi revisitée par cette élévation qui est une réversion aussi puisque en général, nos chers amis du Ku Klux Klan s'amusaient à pendre et là, ce sont eux qui sont en suspension, en lévitation dans l'espace. La dimension fantomatique et omniprésente, elle est renforcée justement par une
sorte de lyrisme, de quelque chose qui virevolte, qui est renforcé aussi par une fresque qui vient enrober tout l'espace d'exposition qui est sur 5 mètres de haut, avec des décrochés. Au fur et à mesure, il y a une tamisation entre le blanc et le jaune. Cette fresque jaune se marie parfaitement avec 4 spots qui ne sont pas sans rappeler les poursuites que l'on retrouve dans le monde du spectacle, dans le monde du cirque en particulier, pour mettre en valeur un artiste. Mais cette lumière a aussi un double sens. Elle nous rappelle aussi la dimension accusatrice qu'on peut retrouver dans des prisons ou à Alcatraz. Au fur et à mesure où les choses se resserrent, au centre de l'espace d'exposition, le drapeau bleu-blanc-rouge réapparaît avec ses paillettes vives. Et des fois, lorsque le spectateur frôle certains personnages, ils se mettent à bouger à leur tour alors qu'ils ne sont pas reliés à des moteurs de boule à facettes. Donc il y a tout ce rapport à l'inertie et comment le corps est projeté sur l'œuvre, comment le spectateur devient acteur de l'œuvre et habite l'espace d'exposition. Les matassins sont en lévitation et au fur et à mesure, il y a une sorte d'atterrissage qui se fait où on peut rentrer dans une sorte d'assemblée qui revisite la peinture classique et je dirais même encore plus précisément les assemblées franc-maçonniques et leurs représentations. À l'intérieur, on peut redécouvrir des personnages qui sont au sol, presque une famille rassemblée. Le visiteur est appelé à entrer dans cette famille pour pouvoir faire une photo souvenir comme on retrouve dans certains parcs d'attractions. Le foin n'est pas sans rappeler aussi la grange dans notre imaginaire collectif aux États-Unis où pouvait se regrouper le Ku Klux Klan. Dans l'espace d'exposition, on retrouve une salle de classe. Alors, que fait-elle ici? Cette salle de classe fait écho à ma propre histoire, puisqu'à l'âge de 9 ans et demi, mes parents se sont séparés, donc j'ai essayé d'intégrer l'école de la République une première fois, mais vu la réticence des professeurs et des parents d'élèves, il nous a été difficile de nous inscrire à l'académie, donc on a dû passer un oral devant une vingtaine de personnes. À 9 ans et demi, entrer dans une salle avec une table en U, avec des spécialistes de l'éducation, des élus aussi rattachés à l'éducation, c'était quelque chose d'assez étrange. Venant d'une famille illettrée, il nous était nécessaire d'accéder à l'école. Je suis allé à l'école avec un niveau CP à l'âge de 10 ans, et puis au fur et à mesure, j'ai rattrapé mon retard. Ce que je garde de cet oral, c'est la violence institutionnelle, la discrimination aussi institutionnelle envers une communauté dont je viens, la communauté dite des gens du voyage, qui est un terme administratif. À l'intérieur de l'exposition, on retrouve cette salle de classe que je rejoue. C'est la salle de classe justement avec différents enfants qui portent des masques d'animaux en cuir. Donc je me suis amusé à travailler la symbolique des animaux qui étaient mis au banc de la société, mal vus. Donc ça fait évidemment écho aussi aux fables de La Fontaine, mais on retrouve à l'intérieur le vilain petit canard, le bouc émissaire. Dans certaines cultures, le rat aussi est assez mal vu. Et ces personnages sont vêtus de vestes Brandebourg, des vestes cavaliers qui font aussi écho au costume de Monsieur Loyal. Malgré cette uniformité justement de l'école et du costume, ces animaux ont des différences. Au-delà de ça, ce qu'on peut retrouver aussi dans cette salle de classe, c'est une photo de Marianne. Alors ici, Marianne, c'est une photo un peu spéciale. C'est une photo 50 par 70. Ça fait référence aux photos officielles du président de la République qui sont affichées dans les écoles aujourd'hui. C'est ma mère qui est en photo. Alors Marianne ici est revisitée avec des teintes bleu, blanc, rouge, plus ou moins orientales. Marianne, elle a eu 4 enfants, elle a des vergetures. Et ce qui est intéressant ici, je crois, c'est la réappropriation de codes qui ont été accaparés par l'extrême droite. Moi, mon travail en tant qu'artiste, c'est d'utiliser ces codes, aussi bien le Ku Klux Klan, Marianne, le drapeau bleu, blanc, rouge. Je pense que nous, artistes, créateurs d'art visuel, nous sommes là pour utiliser ces symboles, pour les ramener à la maison ou leur ramener une certaine poésie, voire même un nouveau sens, une nouvelle identité. Dans cette salle de classe, qui est aussi une salle de médiation pour les publics, pour les enfants, on retrouve sur une estrade un grand personnage avec une grande cape en cuir où justement là la veste Brandebourg fait 2 mètres de haut, elle est aussi rattachée à un moteur de boule à facettes. Dans le dos est écrit « J'aime le désordre ». C'est un écho justement aux différents travaux de recherche que j'ai pu faire sur Goya, où on mettait
le délit commis par la personne dans son dos, écrit brodé à la main pendant son jugement. Et puis juste à côté, on retrouve aussi deux mains en verre qui ont été faites au SIAV de Meisenthal. Ces deux mains sont importantes parce que finalement, la figure de la main n'est pas du tout présente dans l'espace d'exposition. Parce que pour moi, la main, c'est le pouvoir. La main, c'est celle qui peut frapper, qui peut caresser, qui peut nous apprendre à lire. Et venant d'une famille d'illettrés, je trouvais ça important de sacraliser les mains, qui pour moi, les mains sont vraiment un objet symbolique fort. Je voulais justement supprimer, dénier à tous ces personnages, aussi bien pénitents que Kuxlan, Matassin, d'avoir ce pouvoir de la main. Mais il me semble que le doigt du professeur qui nous apprend à lire et à écrire devait être pointé dans cet espace d'exposition. Et ici, justement, il est cristallisé sur ce bureau. Dans l'exposition, on peut retrouver une vidéo qui s'appelle In the Land. Ce qui était intéressant pour moi dans cette vidéo, c'était de faire écho à l'histoire du cinéma. On a tendance à oublier les origines foraines du cinéma. Le cirque, qui n'est pas qu'un chapiteau, en amont du cirque, il y avait toujours des barnums avec des effeuilleuses, avec des femmes-troncs, avec différents spectacles plus ou moins exotiques. Et le cinéma faisait partie, avec des captations diverses, était présent. Et au fur et à mesure, avec ces deux guerres mondiales, le public avait un besoin d'information nécessaire pour comprendre le monde dans lequel il vivait. Et donc, au fur et à mesure, le cirque a disparu au profit du cinéma. Dans mon travail, j'utilise ce qu'on appelle une esthétique de la séduction. Donc, en effet, je vais beaucoup utiliser des choses qui brillent. Il y a de la paillette, j'utilise aussi beaucoup d'émaux, j'utilise le bronze, de la feuille d'or, et ainsi de suite. Ce qui me permet aussi de m'attaquer à des sujets, des fois, qui sont symboliquement rudes. Pardon pour la lumière est une exposition qui a été pensée depuis une dizaine d'années. Le projet a évolué, a pris différentes formes, a muté, s'est démultiplié. Ici, c'était l'occasion pour les 40 ans du confort moderne de réunir cette famille de personnages au même endroit en créant des assemblées, des apartés selon les scénettes. Et c'était surtout de les confronter les uns aux autres dans leurs différences. Pardon pour la lumière, c'était aussi une manière pour nous d'avoir une fascination pour ce vêtement, pour cette coupe, de mettre en lumière aussi une histoire qui peut être dure, qui peut être sacralisée par la paillette. Moi, je pense qu'au contraire, elle n'est pas sacralisée ici. Elle est renversée par la paillette. Elle nous ramène à une dimension enfantine des choses. C'est une sorte de Gloria Gaynorisation du clan ici, où au contraire, c'est une sorte de carnaval religieux, païen, qu'on propose aux spectateurs de venir découvrir au confort moderne.